Aujourd'hui, nous allons parler de travail et ce que cela implique quand on attend un enfant. Quels sont les risques à connaître quand on est enceinte au travail? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Et puis surtout, comment ça se passe pour les congés maternité, paternité ou encore en cas de chômage? Bienvenue dans 3-2-1 Parents, le podcast de l'assurance maladie qui vous aide à vous préparer au mieux à l'arrivée de votre enfant, mais aussi et surtout à veiller sur votre santé et sur la sienne. Moi, c'est Pauline Verdusier, je suis journaliste et comme beaucoup de parents, je me suis posé 1000 questions en attendant mon premier enfant. Au fil des épisodes de ce podcast, je retrouve Anne Kammerer, sage-femme libérale, pour explorer ensemble et avec des experts tous ces sujets qui nous questionnent pendant la grossesse, l'accouchement et les premiers mois de vie de l'enfant. Dans cet épisode, le docteur Franck Rivière, médecin du travail à l'INRS, nous expliquera quels sont les risques professionnels pendant la grossesse et le rôle que joue le médecin du travail. Puis on retrouvera Christine Troadec de la Caisse d'assurance maladie de la Sarthe, qui nous éclairera sur les différents congés et leur indemnisation. Mais avant tout ça, on retrouve Anne Kammerer pour poser les bases ensemble. Bonjour Anne. Bonjour. Alors sur la question de la grossesse, du postpartum et du travail, quelles sont les questions ou les inquiétudes que peuvent avoir les femmes enceintes à ce sujet? Qu'est-ce qu'elles vous disent à ce propos? Alors, une des premières questions souvent qu'on nous pose, c'est quand est-ce que je dois annoncer à mon employeur que je suis enceinte? Est-ce que je dois absolument le faire? Alors, il n'y a pas d'obligation légale à annoncer la grossesse. Donc, vous pouvez le faire au moment qui va vous être le plus opportun ou le plus pratique. Il faut que ce soit fait quand même avant la date du début de congé maternité pour que vous puissiez en bénéficier. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, on va souvent l'annoncer, par exemple, après le premier trimestre. Et donc même si ce n'est pas une obligation, quel est l'intérêt d'en parler avec son employeur? Ça peut être intéressant parce que la loi française, elle est quand même très protectrice pour les femmes enceintes. Donc, une fois annoncé à votre employeur, ça vous protège contre le licenciement, par exemple. Et selon les conventions collectives de votre contrat, ça peut aussi vous permettre d'adapter votre rythme de travail. Il y a un certain nombre de conventions collectives qui permettent, par exemple, de gagner 1 heure par jour pour décaler, par exemple, l'heure de son arrivée ou décaler l'heure de son départ. Et enfin, vous pouvez bénéficier aussi d'autorisation d'absence pour les rendez-vous médicaux obligatoires sans perte de revenus. Est-ce qu'on peut détailler justement ces absences autorisées? Alors, on peut s'absenter de son travail sans perdre de salaire pour les 7 rendez-vous de suivi obligatoire de grossesse. Donc, le rendez-vous qui se passe dans le premier trimestre et ensuite 1 par mois jusqu'à l'accouchement. C'est aussi le cas pour l'entretien prénatal précoce qu'on fait vers le 4e mois. C'est le cas pour la consultation d'anesthésiste en fin de grossesse, vers le 8e mois à peu près. Et ce sera le cas après l'accouchement pour la consultation postnatale. Et tout cela sans perte de revenus. Et d'ailleurs, c'est moins connu, mais le père ou le coparent peut lui aussi avoir des absences autorisées pendant la grossesse. Ouais, exactement. Il y a une autorisation pour 3 consultations obligatoires. Pendant la grossesse, qu'est-ce que les professionnels de santé surveillent en ce qui concerne le travail? Quelles questions peuvent-ils être amenés à poser à leurs patientes? Alors, notre objectif, c'est de voir un petit peu est-ce que le travail est compatible avec l'état de grossesse. Donc, les choses qui vont nous intéresser, c'est par exemple, quel est votre temps de transport? Il y a des gens qui vont avoir énormément de routes, par exemple, pour aller travailler, et puis il y a un moment donné où ça va devenir compliqué. Ça peut être aussi quel type de travail vous faites? Est-ce que vous avez un port de charge lourde, un travail pénible? Est-ce que vous travaillez en horaire décalé? Vous travaillez de nuit, par exemple? Ou bien, est-ce que vous pouvez être exposé pendant la grossesse à des produits toxiques, des produits qui pourraient être dangereux pour le bébé à venir? Et donc, c'est important d'en parler parce que, selon les situations, ça peut nécessiter un aménagement du poste. Et ça, c'est vraiment une obligation légale. Ou bien, il y a certains types d'emplois qui même nécessitent d'être arrêtés pendant la grossesse. Et dans ce cas-là, ce sera un arrêt maladie fait par la sage-femme ou par la gynéco ou par le médecin généraliste qui vous suit. Et à l'inverse, quand tout va bien et quand le travail se passe bien, est-ce qu'on peut décaler son congé maternité dans le temps? Alors oui, on va pouvoir décaler jusqu'à maximum 3 semaines du congé prénatal vers le postnatal, donc pour avoir plus de temps après l'accouchement. Alors ça peut être le cas, par exemple, si on a un travail qui est plutôt tolérable sur le plan physique jusqu'à la fin de la grossesse, ou si c'est quelque chose d'épanouissant qu'on a envie de continuer et qu'on se sent bien physiquement.
Alors, ça doit nécessiter une consultation peu de temps, quelques jours ou maximum une semaine, par exemple, avant la date prévue de votre début de congé maternité, pour que la professionnelle ou le professionnel qui vous suit puisse attester médicalement que vous n'avez pas de contre-indication. C'est-à-dire, il n'y a rien sur le plan médical qui empêche de poursuivre le travail. Et cette attestation médicale, ce certificat médical, vous allez ensuite l'envoyer à la Sécurité sociale pour que votre congé soit décalé. Si par contre, au décours de ces semaines que vous aviez prévu de décaler, vous devez finalement être arrêté, alors votre congé maternité commence à ce moment-là. Cela dit, et en particulier quand c'est son premier enfant qu'on attend, on peut avoir l'impression que ça vaut le coup de travailler le plus longtemps possible pour vraiment avoir du temps après avec le bébé. Mais en réalité, le congé prénatal, il est pas si long. Et ça peut être un moment vraiment important pour se consacrer un petit peu plus à la grossesse, parfois faire les dernières séances de préparation à la naissance, finir d'aménager un peu les lieux ou le matériel dont on pourrait avoir besoin pour le bébé, et se reposer, prendre un petit peu de temps pour soi avant le grand chamboulement de l'arrivée du bébé. À présent, pour parler de la reprise du travail, qui est un moment parfois un peu délicat, est-ce que vous donnez des conseils aux parents sur cette période-là? Alors la première chose à savoir, c'est que le congé postnatal, donc après la naissance du bébé, dure pour un premier ou pour un deuxième enfant 10 semaines, c'est-à-dire 2 mois et demi en gros. Et que quand on va faire garder son enfant, le mode de garde commence dans la plupart des cas, par exemple dans les crèches, environ à 3 mois. Sachant que quand on démarre un nouveau mode de garde pour un enfant, il y a souvent une semaine d'adaptation pour apprivoiser un petit peu les nouveaux lieux et les nouvelles personnes, pendant lesquelles on demande aux parents d'être disponibles à tout moment pour venir chercher le bébé si ça se passe pas bien ou s'ils ont besoin d'une pause. Donc ça veut dire qu'il va toujours y avoir quelques jours ou quelques semaines de latence entre la fin du congé maternité pour un premier ou pour un deuxième et le mode de garde à temps plein, on va dire. Donc cette période-là, elle doit s'organiser en amont, parfois avec un report de la reprise du travail, parfois avec le soutien de l'entourage, de la famille, qui va pouvoir prendre le relais dans cette période. Et puis par ailleurs, c'est vrai que la reprise du travail immédiatement après la fin du congé maternité et la vie intense avec son enfant peut être éprouvante et fatigante. Et si vous en avez l'opportunité, ça peut être intéressant d'avoir au moins quelques jours ou une semaine pendant lesquels votre enfant est déjà gardé et vous n'avez pas encore repris le travail. C'est souvent le moment où vous vous remettez un peu en douceur dans le projet du boulot. Ça peut être le fait de remettre un peu de l'ordre, on va dire, dans la maison, de prendre un peu de sommeil et de repartir avec plus d'énergie dans cette nouvelle période de votre vie. Et d'ailleurs, il existe autre chose si on ne souhaite pas forcément travailler immédiatement, c'est le congé parental. Oui, il existe un congé parental qui est un droit qu'on ne peut pas vous refuser à partir du moment où vous avez 1 an d'ancienneté dans votre entreprise et qui vous permet, dans la première année de vie de votre enfant, de prendre le temps que vous souhaitez pour vous en occuper. Alors ça peut être parfois de quelques semaines, quelques mois, ça va être au libre choix des parents. Ça peut être pris par la mère ou par le coparent. Pour en bénéficier, il faudra prévenir votre employeur minimum 1 mois avant la reprise du travail si c'est juste à la suite de votre congé maternité ou paternité. Et si c'est plus tard, c'est-à-dire que vous aviez repris le travail mais que finalement vous souhaitez vous arrêter pendant un moment, il faut prévenir 2 mois avant. On peut en bénéficier pendant 1 année et ça peut être renouvelable dans certains cas. Donc c'est parfois important d'évaluer un peu financièrement l'impact de la prise de ce congé, parce qu'alors on ne touche pas son salaire pendant cette période, mais on touche une allocation de la CAF qui peut occasionner une perte de revenus assez importante. Et quand on reprend effectivement le travail, est-ce qu'il y a des choses à savoir sur ces droits? Est-ce que par exemple l'employeur a le droit de nous changer de poste ou de changer nos conditions de travail? La loi, elle est assez protectrice, là encore. C'est-à-dire que quand vous revenez au travail, vous devez retrouver soit votre poste, soit un emploi similaire avec une rémunération au moins identique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner moins que ce que vous gagnez auparavant. Et d'ailleurs, autre chose qu'on peut noter concernant les droits, c'est que pour les femmes enceintes en recherche d'emploi, la grossesse ne peut pas être un motif de refus d'embauche. Ça, c'est aussi important à rappeler. Et sur la question de la reprise, est-ce qu'on peut parler de l'allaitement? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour continuer son allaitement quand on a repris le travail? Alors oui, il y a des autorisations d'absence pour allaiter ou pour tirer son lait. Ça représente 1 heure par jour, donc en général 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. Ce ne sont pas des heures rémunérées, mais par contre, vous devez pouvoir en bénéficier.
Et lorsque vous êtes dans une grande entreprise, c'est-à-dire au-dessus de 100 salariés, alors l'entreprise a l'obligation de vous mettre à disposition une salle dédiée pour vous, pour l'allaitement. Merci Anne Kammerer. Merci. On va à présent parler de médecine du travail et de l'intérêt de se tourner vers le médecin du travail, que ce soit pendant la grossesse ou au retour du congé maternité. Pour parler de cela, nous sommes en présence du docteur Franck Rivière. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je suis le docteur Franck Rivière, médecin du travail, et je suis chef du département études et assistance médicale à l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est important d'aller voir le médecin du travail pendant la grossesse ? Alors, aller voir le médecin du travail au début de sa grossesse, eh bien, ça va permettre, en fonction des expositions professionnelles au poste de travail et de l'état de santé de la salariée, de pouvoir aménager le poste de travail et donc de permettre de continuer à travailler sans avoir besoin d'être arrêté trop rapidement. Le médecin du travail est là pour adapter le poste de travail à l'état de santé du salarié, que celui-ci soit exposé à des risques particuliers ou non. Donc oui, finalement, c'est un moment pour informer la femme enceinte des risques auxquels elle peut être exposée et également le fœtus. Est-ce qu'on peut justement parler des risques auxquels les femmes enceintes peuvent être exposées au travail ? Quels sont les grands types de risques ? En fonction du poste de travail, une femme enceinte peut être exposée à des risques chimiques, elle peut être exposée à des substances qui sont utilisées quotidiennement dans son monde du travail. On peut citer par exemple des cosmétiques dans les salons de coiffure, dans la manucure. On peut utiliser des produits chimiques, bien évidemment, dans le milieu industriel. Et on est exposé à des substances qui, potentiellement, peuvent passer de la femme enceinte jusqu'au fœtus en traversant le placenta. Et qu'en est-il des perturbateurs endocriniens ? Est-ce que c'est l'occasion d'en discuter aussi ? Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est un vaste sujet d'actualité que l'on retrouve tant en milieu professionnel qu'environnemental et aussi domestique. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on peut apporter une information de manière beaucoup plus générique que dans le milieu professionnel pour informer la femme enceinte de ce qu'elle peut rencontrer et où elle peut les trouver. Et justement, c'est l'occasion d'aborder ces risques-là et également de parler des manières de s'en protéger le mieux possible. Comment on peut se protéger de ces risques chimiques, par exemple ? Alors, pour se protéger des risques chimiques, il faut déjà penser à éventuellement adapter le poste de travail en diminuant les expositions par des moyens de protection collective. Mais si ça ne suffit pas, on utilisera des moyens de protection individuelle, des masques, des gants, des tenues adaptées à type de blouse ou de sur-chemise. Et si on n'arrive toujours pas à protéger la salariée convenablement, il faudra envisager une sorte de reclassement, c'est-à-dire de la transférer sur un autre poste de travail. Et c'est là aussi que le médecin du travail intervient parce qu'il peut prescrire cet aménagement et éventuellement cette demande de reclassement sur un autre poste pendant la durée de la grossesse. Est-ce qu'il y a d'autres types de risques qu'on peut identifier pendant la grossesse ? Pendant la grossesse, on peut avoir des femmes qui sont exposées aux risques biologiques. Elles travaillent par exemple en milieu de soins ou dans la petite enfance et vont être exposées à certains virus ou bactéries qui vont se retrouver dans l'environnement de travail et il faut savoir les en protéger. Il y a de la protection aussi collective qui peut se faire, de la protection individuelle par le port des masques également, et puis de la protection individuelle, de la prévention individuelle, même par la vaccination qui peut être recommandée pour certains germes. Par exemple, dans quel cas ? Par exemple, la rubéole, la rougeole, les oreillons, et puis des conseils qui peuvent être donnés à la femme enceinte, pour rappel, sur, par exemple, la transmission de la toxoplasmose et la nécessité de bien laver ses aliments avant de les ingérer. Est-ce qu'il y a d'autres types de risques ? On parle souvent pendant la grossesse de l'exposition, notamment au rayonnement ionisant. Qu'est-ce que c'est exactement ? Les rayonnements ionisants, ce sont tout simplement les rayons X. Les rayons X sont utilisés tant dans le monde médical pour faire des radiographies que dans le monde industriel. Et il faut savoir que, au plan réglementaire, il y a une certaine dose qui est maximale, qui peut être admise pour l'exposition du fœtus. Et c'est l'intérêt
de déclarer sa grossesse très rapidement à l'employeur pour limiter la dose qui puisse être reçue par le fœtus. Et cette dose est définie pour la période comprise entre la déclaration de la grossesse et la date du terme. Parmi les autres types de risques, on peut évoquer les risques physiques. Par exemple, si on porte des charges lourdes, quelles conséquences cela peut avoir sur la grossesse ? Porter des charges lourdes ou de manière répétée tout au long de la journée va entraîner des problèmes de tension au niveau musculaire, peut entraîner éventuellement la rupture de membrane, la perte des os, et peut entraîner aussi une prématurité. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce qu'on peut être arrêté plus tôt ? Est-ce qu'on peut, pareil, bénéficier d'un aménagement de poste ou d'un changement peut-être des tâches qu'on accomplit ? Alors, pour les métiers qui nécessitent de porter des charges lourdes ou de manière répétée, comme dans la logistique, eh bien, il va être aussi possible de procéder à des aménagements de poste, de les proposer en tout cas, de les prescrire à la femme enceinte, de manière à ce que l'employeur les applique et d'éviter ces expositions, ce qui permettra aussi à la femme enceinte de continuer à avoir une activité professionnelle, mais en réduisant ou en supprimant ces expositions. Mais ça veut dire que, par exemple, si on est manutentionnaire, qu'est-ce qui peut nous être proposé ? De basculer sur des postes à fonction plutôt administrative, si cela est possible. Qu'est-ce qui est prévu lors du retour de la femme enceinte au travail en termes de médecine du travail ? La réglementation est très claire sur ce point. La reprise du travail après congé maternité est une visite obligatoire. Elle doit donc être prévue par l'employeur et elle doit se réaliser dans les 8 jours qui suivent le retour au travail. Qu'est-ce qu'on aborde comme sujet dans cette visite de reprise ? Lors de la visite de reprise, eh bien, on va aborder les sujets de santé globale. Est-ce que la grossesse s'est bien déroulée ? Est-ce qu'il y a eu des complications durant cette grossesse ? Est-ce que l'enfant est en bonne santé aussi ? Si la mère est en bonne santé, s'il n'y a pas eu de complications durant cette grossesse, à type de prééclampsie, d'hypertension artérielle ou de diabète gestationnel. On va aussi s'intéresser à la santé psychologique de la mère qui reprend son travail, à son état de fatigue par exemple également, parce que c'est un nouvel environnement qui se crée pour elle, avec un enfant à charge. Et on va aussi s'intéresser à sa volonté d'allaitement. Quelles questions ça peut poser justement l'allaitement par rapport aux risques dont on a parlé ? Eh bien, l'allaitement, c'est aussi une période où la femme, du fait de ses expositions professionnelles, peut transmettre à son enfant, lors de l'allaitement, certaines substances chimiques qui pourraient passer de la salariée à l'enfant via le lait. Est-ce qu'il existe des ressources pour se renseigner sur tous ces risques dont on a parlé ? Concernant les risques professionnels, vous avez tout un dossier thématique sur la reproduction qui a été fait sur le site de l'INRS à l'adresse inrs.fr. Merci, Dr Franck Rivière. Merci. On va à présent parler de comment organiser son congé maternité ou son congé paternité et d'accueil de l'enfant d'un point de vue administratif. Donc on va parler de date de congé, d'indemnité. Pour en parler, nous sommes avec Christine Troadec. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis Christine Troadec, responsable d'un service indemnisation de l'assurance maladie. Tout d'abord, une question toute simple. Comment fait-on pour connaître ces dates de congé maternité ? Alors, une fois que vous avez effectué votre premier examen prénatal et que la grossesse est confirmée, le médecin ou la sage-femme établit la déclaration de grossesse. Donc, cette déclaration, elle doit nous parvenir, donc soit de manière dématérialisée ou par courrier. Une fois que nous l'avons traitée, donc nous envoyons un courrier donc via le compte Amélie ou si vous n'avez pas de compte par envoi postal, vous précisant le calendrier personnalisé. Donc, c'est un calendrier qui est différent en fonction de si c'est votre premier, deuxième ou troisième enfant. Donc, c'est l'assurance maladie qui va créer ce calendrier personnalisé avec les dates de congé pour vous. C'est ça.
Et justement, ces dates vont différer, comme vous le disiez, selon le nombre d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents scénarios possibles? Oui, alors si c'est votre premier ou deuxième enfant, le congé prénatal va être de 6 semaines et 10 semaines pour le congé postnatal. Donc en tout, ça fait à peu près 2 mois et demi, c'est ça? C'est ça, pour le postnatal. Par contre, si c'est votre troisième enfant, le congé prénatal, il est de 8 semaines et de 18 semaines en postnatal. Donc en mois, ça fait à peu près combien? En mois, ça fait à peu près, pour le postnatal, ça fait à peu près plus de 4 mois pour le troisième enfant. Et lorsqu'on attend des jumeaux ou des triplés, la durée du congé maternité est encore différente. Tout est précisé sur amélie.fr. Alors justement, on va un petit peu rentrer dans le détail des démarches à effectuer et simplifier tout ça pour les personnes qui nous écoutent. Comment concrètement prépare-t-on son congé maternité d'un point de vue administratif? Quand on est salarié d'abord. Alors, d'abord, quand vous êtes salarié, c'est généralement l'employeur qui va nous faire parvenir l'attestation avec les éléments de salaire pour qu'on puisse commencer à indemniser le congé maternité. Ensuite, ce sont des règlements qui se font tous les 14 jours. Mais bien sûr, auparavant, il aura fallu que la salariée envoie ses dates de congé qu'elle a reçues précédemment par l'assurance maladie à son employeur. Donc si on résume, on envoie ces dates de congé à son employeur qui lui-même va transmettre une attestation avec les éléments de salaire à l'assurance maladie. Tout à fait. Comment on prépare à présent son congé paternité et d'accueil de l'enfant? D'abord pour les salariés. Alors, pour le congé paternité, c'est la même chose que pour le congé maternité. C'est l'employeur qui va nous faire parvenir l'attestation de salaire pour l'indemnisation. Et auparavant, il aura fallu que le salarié fournisse les dates de son congé paternité. Alors, les dates de son congé paternité, il y a une période obligatoire qui est de 7 jours, 3 jours qui sont indemnisés par l'employeur et 4 jours qui sont indemnisés par l'assurance maladie. Et donc en fait, le père ou le conjoint va recevoir ses propres dates personnalisées sur son espace Amélie de la même manière que la mère? Non, il ne reçoit pas ces dates puisque c'est à lui de décider. En fait, il s'agit de 25 jours calendaires pour tous les statuts, salariés ou indépendants. Et ces 25 jours peuvent être fractionnés. De quelle manière on peut les fractionner justement? Alors, il y a une période obligatoire et une période non obligatoire. La période obligatoire débute le jour de la naissance de l'enfant. Donc c'est cette période de 7 jours. C'est ça. Et pour les jours qui restent? Pour les salariés, les 21 jours restants sont fractionnables, c'est-à-dire que le salarié peut prendre une fraction ou 2 fractions avec un minimum de durée de 5 jours. Est-ce qu'on peut donner un exemple pour illustrer justement ce congé paternité? Oui, alors si votre bébé est né le 1er février, votre congé paternité obligatoire doit être pris du 1er au 7 février et les jours restants peuvent être pris en 1 ou 2 fois ou jusqu'à 3 pour un travailleur indépendant avant le 1er août 2025. Car en fait, il faut prendre son congé paternité dans un délai de 6 mois maximum après la naissance de l'enfant. Donc en gros, on peut le prendre soit tout d'un coup, soit en fractionné, comme vous l'avez dit. On a parlé des salariés et là, vous évoquez les travailleurs indépendants. Alors justement, comment ça se passe pour les femmes enceintes et les futurs pères ou conjoints qui exercent une activité indépendante? Quand vous êtes travailleuse indépendante, vous recevez un courrier sur lequel figure un lien pour télécharger le carnet maternité. Sur ce carnet maternité, il y a toutes les explications pour l'indemnisation et la durée du congé. Donc, c'est la même chose que pour un salarié. Si vous avez un compte Amélie, ce courrier il est disponible sur le compte Amélie. Et dans le cas contraire, il est envoyé par voie postale. Donc pour résumer, si on est travailleuse indépendante, on va aller chercher dans ce carnet à destination des futurs parents travailleurs indépendants les imprimés qui nous concernent. On va éventuellement remplir les parties nécessaires par des professionnels de santé et on va transmettre ces documents soi-même à l'assurance maladie pour être bien indemnisé. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc dans ce carnet maternité, on va retrouver toutes les informations sur le congé maternité et paternité également. Oui, tout à fait. Vous allez retrouver toutes les informations et en plus, il y aura les imprimés à compléter pour l'indemnisation du congé maternité et du congé paternité.
Puisqu'on parle d'indemnisation, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont calculées les indemnités journalières du congé maternité ? Alors, sur le site Amélie, il y a un outil de simulation des indemnités journalières qui permet de calculer ce à quoi on a droit. Donc, c'est la moyenne des 3 derniers salaires qui permet de déterminer l'indemnité journalière. Et pour avoir droit à cette indemnisation de congé maternité, il faut avoir effectué 150 heures d'activité salariée au cours des 3 derniers mois et être salarié depuis au moins 6 mois. Est-ce qu'il y a d'autres conditions pour toucher ces indemnités ? Il y a une autre condition au niveau de la cessation de l'activité. Elle doit durer au moins 8 semaines, en respectant une répartition de 2 semaines pour le congé prénatal et de 6 semaines pour le congé postnatal. Si on reprend son activité avant ces 8 semaines, il ne pourra pas y avoir d'indemnisation du congé maternité. Et comment ça se passe pour les travailleuses indépendantes ? Alors, pour les travailleurs et travailleuses indépendants, ce sont des indemnités journalières qui sont forfaitaires. Elles sont déterminées en fonction des revenus cotisés transmis par l'URSSAF sur les 3 dernières années. Et pour les mères, en plus de l'indemnité journalière, est-ce qu'il y a autre chose qui est prévu ? Oui, il y a une allocation forfaitaire de repos maternel qui est versée en 2 fois, au début du congé et à la fin des 8 premières semaines. Et alors concrètement, comment sont versées les indemnités journalières pour les salariés ? Alors, les indemnités journalières sont versées par l'assurance maladie, soit aux salariés ou soit à l'employeur. Alors, à l'employeur, ça dépend des conventions collectives et on appelle ça la subrogation, c'est-à-dire que l'assurance maladie verse les indemnités journalières à l'employeur et l'employeur maintient le salaire de son ou de sa salariée. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'y a pas de subrogation, c'est-à-dire dans le cas où ce n'est pas l'employeur qui fait le maintien de salaire ? Donc, c'est l'assurance maladie qui verse directement aux salariés avec des échéances tous les 14 jours durant le congé. Donc là, on parlait des salariés. Comment se passe le versement des indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes ? Alors, c'est l'assurance maladie qui verse directement aux travailleuses indépendantes tous les 14 jours. Quels conseils vous pouvez donner à nos auditeurs et auditrices pour se préparer au mieux à ce congé maternité ou paternité et pour être bien indemnisé dans les temps ? Alors, c'est utile d'anticiper les démarches et de préparer les documents à faire parvenir à l'assurance maladie, car il y a un délai de traitement. Et afin d'éviter toute rupture d'indemnisation, il est bien d'envoyer les pièces justificatives le premier jour du congé prénatal ou du congé paternité. Oui, donc en fait, on envoie ces documents le premier jour du congé, mais cependant, on peut auparavant en prendre connaissance, voire les pré-remplir pour anticiper un petit peu sur cette démarche. Tout à fait. Merci Christine Troadec. Merci à vous. Si vous êtes au chômage, vous pouvez aussi bénéficier d'indemnités journalières pendant votre congé maternité. Si vous percevez une allocation chômage de France Travail, ex-Pôle emploi, ou si vous en avez perçu une au cours des 12 derniers mois, ou si vous avez cessé votre activité salariée depuis moins de 12 mois. Pour l'examen de vos droits à bénéficier d'indemnités journalières pendant votre congé maternité, adressez à votre caisse d'assurance maladie les copies de vos 4 derniers bulletins de salaire. L'indemnité journalière est calculée sur la base des salaires des 3 mois qui précèdent votre congé maternité ou des 12 mois précédents en cas d'activité saisonnière ou non continue. « 3, 2, 1 par an » est un podcast de l'assurance maladie à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous et écoutez d'autres épisodes avec de nouveaux experts. Et pour retrouver encore plus d'informations sur la grossesse et la parentalité, rendez-vous sur amélie.fr.